It's over! The Blazers come from 23 down in one quarter to defeat the Mavericks and even the best of 7 series at 2 apiece. You've just seen history. Bonjour et bienvenue à tous dans ce tout nouveau Daily React. Aujourd'hui, épisode un petit peu spécial, on va aborder deux sujets. Le premier, comme vous l'avez vu dans le titre, abordera le transfert de Bradley Beal vers les Suns et le second sera à propos du CBA. Évidemment, le second, cela ne dit pas grand-chose quand on parle comme ça, mais c'est un point important de la méthodologie NBA, on va le dire comme ça, des nouvelles réglementations qui vont arriver dans 2 ans. Et finalement, je vais essayer de faire assez simple pour que vous compreniez un petit peu ce qui se passe, parce que ça pourrait changer beaucoup de choses pour les franchises. Évidemment, on en parlera rapidement, c'est juste pour vous dire les news, mais c'est important de l'aborder, je pense, avec ce qui est tombé aujourd'hui. Donc allons-y pour le premier sujet et parlons du transfert de Bradley Beal vers les Phoenix Suns. Allons-y. Comme dit précédemment dans l'introduction, Bradley Beal rejoint les Suns en échange notamment de Chris Paul, de Landry Shamet et des swaps de tours de draft, des seconds tours de draft notamment, des choses très peu importantes finalement pour le joueur qui est Bradley Beal dans les faits. Mais comme vous le savez, je pense, Bradley Beal avait une no trade clause qui l'empêchait d'être transféré s'il posait son veto. Et de ce fait, si le trade ne lui plaisait pas et que notamment les Suns décidaient de mettre DeAndre Ayton dans le trade et donc de fragiliser, on va dire, cet effectif des Suns, ou en tout cas de le rendre moins fort, Bradley Beal pouvait mettre son veto et tout simplement Washington ne pouvait rien faire. Donc c'est pour ça que ce trade paraît aussi calamiteux, parce qu'en fait le contrat de Bradley Beal l'est par extension. Et donc Washington n'a pas pu faire mieux que cela et a donc transféré Bradley Beal contre des cacahuètes. Évidemment, il y a Chris Paul dans ce trade. On a déjà parlé de sa coupure par les Suns, qui finalement ne fut pas une coupure, mais qui ne change pas ce que je dis dans le dernier Daily React de la chaîne. Je vous invite donc à aller regarder cette émission pour voir un petit peu les occasions et les opportunités qu'il aura, parce que oui, évidemment, je pense qu'il va être coupé par Washington, qui va enfin recommencer à rebuild un petit peu et on pourra enfin voir ce qui se passe du côté de la capitale des États-Unis. Je pense évidemment que Kyle Kuzma et Kristaps Porzingis seront donc transférés cet été. On verra contre quoi. Je ferai d'autres vidéos sur le sujet. Ce sera très intéressant de s'attarder un peu sur Washington, une équipe dont on parle finalement jamais, qui est tout le temps dans le ventre mou. Mais bref, je pense qu'on attend tous le point important de cette vidéo, c'est l'arrivée de Bradley Beal aux Suns, qui va rejoindre donc Kevin Durant notamment, DeAndre Ayton et bien sûr Devin Booker pour former une forme de quatuor offensif assez impressionnant sur le papier. Mais allons-y, parlons-en en fait, rentrons directement dans le vif du sujet. Qu'est-ce que j'en pense personnellement? Alors déjà, je trouve que l'association de 4 joueurs aussi importants et avec finalement des contrats assez énormissimes a beaucoup montré ces dernières années que cela ne fonctionnait tout simplement pas, hein. On voit les derniers champions NBA, les constructions d'équipes sur le long terme sont favorisées par rapport à des constructions, on va dire, plutôt au jour le jour, hein. Évidemment, ça va être compliqué d'associer des role players et un banc, tout simplement un banc à cet effectif, tout simplement parce qu'en fait, les 4 joueurs qui font partie de cette équipe des Suns, et d'ailleurs les 4 seuls joueurs de cette équipe, parce qu'ils sont 4 sur 15 pour l'instant, Landry Shamet et Chris Paul étaient les autres qui étaient signés, mais donc ont été transférés. Eh bien, tout le reste est à trade et à recruter cet été. Donc, il y a encore énormément de boulot pour les Suns, mais le cap des Suns est totalement rempli. Je crois que le plus petit contrat, c'est celui de DeAndre Ayton qui doit toucher 36 000 la saison. Enfin, 36 millions, évidemment, hein. Devin Booker doit être à 37 ou 38 millions. Plus de 47 000 pour Bradley Beal et à peu près les mêmes choses, peut-être 50 000 la saison pour Kevin Durant. On est donc sur des contrats assez mirobolants. Beaucoup pensent que DeAndre Ayton sera une monnaie d'échange dans le futur pour essayer d'avoir des ailiers, un banc, des joueurs, un petit peu de devoir autour de cet effectif. Je pense personnellement que c'est pas du tout le genre de la maison.
Je pense qu'ils vont combler les trous avec ce qu'ils vont trouver, des contrats minimum, des vétérans, finalement des chercheurs de bagues, hein, des gens qui veulent absolument gagner cette bague avant de raccrocher. Et je pense réellement que ça va se passer ainsi et qu'on aura un jeu très stéréotypé avec une attaque évidemment qui performera, mais des limitations défensives. Et voilà une des questions que je me pose en voyant cet effectif, c'est les limitations défensives de ce 4, même pas ce 5, de ce 4 majeur. Évidemment, on a Frank Vogel, nouveau coach défensif de cet effectif après tout simplement le licenciement de Monty Williams. Pour moi, Frank Vogel est un très bon coach, je l'ai adoré aux Lakers, mais je pense que un coach marche avec les assets qu'on lui met autour, et pour le coup, évidemment qu'avoir Kevin Durant et Devin Booker notamment dans un effectif est très positif, mais je pense que ce n'est pas ce genre d'assets qu'il recherche pour développer son jeu et sa construction défensive. On se souvient qu'aux Lakers, il avait mis d'abord en place une défense et que l'attaque fonctionnait notamment par le talent à la passe et le talent à la création de LeBron James, par le talent tout court offensif d'Anthony Davis et même par des joueurs comme Rajon Rondo qui suppléaient LeBron, Dennis Schroeder aussi à sa humble... avec sa posture un petit peu inférieure, hein, on va pas se mentir. Mais du coup, je ne vois pas qui a le talent à la passe et le talent au playmaking, à la création pour prendre ce relais-là. Je pense que Devin Booker et Bradley Beal sont bien trop des profils similaires pour jouer ensemble. Évidemment, je vais être très négatif. J'attends qu'ils me donnent, qu'ils me montrent le contraire. Mais pour l'instant, je trouve que Bradley Beal et Devin Booker jouent sur les mêmes postes, que Devin Booker va devoir jouer au poste 1 et en tant que meneur, ou alors qu'ils devront jouer évidemment très très small ball avec Kevin Durant en 4 qui devra donc faire le sale boulot comme il faisait au Nets et qui n'est pas son rôle pour moi, hein, de défendre l'intérieur, même s'il en est évidemment capable et qu'il a montré des très bonnes choses les années précédentes. Je pense qu'il est bien plus intéressant de l'avoir au poste 3 ou tout du moins d'avoir des gros babards, des mecs qui défendent autour de lui, notamment à l'intérieur. Mais bref, partons du postulat que Devin Booker joue en 1. Pour moi, le problème et la problématique, c'est que ce type de joueur est sublimé tout simplement off-ball, que ce soit Bradley Beal ou Devin Booker. Et que donc, un des deux devra se mettre de côté, entre gros guillemets évidemment. De toute façon, dans un trio comme ça avec Kevin Durant, il y a toujours un joueur parmi les trois qui doit sacrifier sa propre ses propres stats tout simplement personnelles pour le bien du collectif. Et au vu des joueurs que nous avons et des profils que nous avons dans cet effectif, je ne vois aucun des trois qui serait capable, ou peut-être Bradley Beal parce qu'il sait que c'est un joueur inférieur, mais au vu de ses dernières années à Washington, je n'en suis même pas sûr, qui devra sacrifier et peut-être faire plus le sale boulot défensif ou à la création, à la passe. Devin Booker pour moi est le meilleur passeur des deux, le meilleur on-ball, et j'espère tout simplement qu'il arrivera à prendre ce rôle de meneur au sérieux, un petit peu plus défensif sur le backcourt, même si Bradley Beal n'est pas un mauvais défenseur, ce n'est pas non plus un défenseur élite, hein, il est average, voilà, ce n'est pas un spécialiste, et donc il va falloir faire beaucoup de concessions, que ce soit sur le backcourt pour Bradley Beal et pour Devin Booker, pour s'entendre. Ce n'est pas deux profils idéaux à placer ensemble. Ensuite, je me pose énormément de questions sur la mentalité de Bradley Beal. On l'avait vu sur ces 2 dernières saisons, que notamment c'était quand même compliqué, que évidemment il a été blessé il y a maintenant 2 ans, mais que voilà, hein, son retour a été plutôt catastrophique. Pour moi, alors qu'il devait être la première option d'une équipe qui visait au moins le play-in ou les play-offs, eh bien, c'était finalement le 3e meilleur joueur, si on peut utiliser le terme de meilleur, parmi cet effectif. Kyle Kuzma, pour moi, a fait une meilleure saison. Kristaps Porzingis était tout simplement le meilleur joueur de cet effectif. Et j'ai été très déçu de ce que je voyais sur le terrain de la part de Bradley Beal. Son body language, en fait, tout ce que donnait Bradley Beal était négatif pour ces Washington Wizards. Et évidemment, de ce fait, je pense que cet univers, cette atmosphère toxique
va disparaître avec son arrivée aux Suns, mais aux premières difficultés, que ce soit du côté de Kevin Durant ou de Bradley Beal, j'aimerais bien voir comment les deux vont réagir. On sait quand même que ce sont des profils assez particuliers dans un vestiaire, et voilà, en fait, mettre trop d'ego dans un vestiaire est peut-être pas la chose idéale à faire. Enfin bref, donc on a des problématiques au niveau de la création. On se rappelle quand même qu'on passe de Chris Paul à Devin Booker en termes de création, c'est quand même un step en dessous. Évidemment, on se pose des questions sur un potentiel banc, des role players, sur le coach. On se pose des questions défensives, énormément de questions en fait. Et moi, je ne comprends même pas le 5 qui va être mis en place, qui va jouer à quel rôle, et si on va devoir prendre un meneur en plus de ces deux joueurs-là, ce qui me paraisserait très particulier de voir Devin Booker toute une saison au poste 3. Je pense que au poste 3, il va potentiellement défensivement se faire bouger, hein, parce qu'il va devoir défendre sur des mecs voilà, hein, je pense que les joueurs les plus athlétiques de cette ligue se trouvent à ce poste-là, les meilleurs joueurs de cette ligue se trouvent à ce poste-là, en tout cas pour la plupart. Et donc, comment va-t-il réagir? Comment va-t-il faire? Et Kevin Durant, de la même manière, va devoir énormément contribuer au poste 4 parce que évidemment c'est un poste aussi fondamental défensivement. Donc je me pose ce genre de questions et je n'arrive tout simplement pas à comprendre l'intérêt des Suns qui, en plus de l'arrivée d'un CBA dont on va parler après et qui va mettre en danger le futur un petit peu lointain de cette franchise. Je pense que évidemment la nouvelle direction veut faire des choix forts, veut faire en sorte que cette équipe claque sur le papier, qu'ils deviennent contender tout de suite. Pour moi, il l'était déjà, que ce soit sans Chris Paul en fait, juste en étant un duo. Mais là, l'arrivée de Bradley Beal me pose énormément de problèmes sur la continuité d'un projet comme ça. On sait que c'est énormément risqué. Évidemment, on peut aller avec un titre, aller jusqu'à un titre avec ce genre d'effectif, même si ces dernières années ne nous l'ont pas prouvé. Mais est-ce que ça ne va pas tout détruire, dans le sens où jusqu'en 2027, Bradley Beal est signé. Kevin Durant sera payé à hauteur de 50 millions la saison jusqu'à ses 37 ans. Et Devin Booker, qui est le visage de cette franchise, peut-être un des meilleurs joueurs de l'histoire de cette franchise jusqu'à présent, eh bien, va-t-il pas se lasser très rapidement de cette situation avec des égos aussi énormes? On sait qu'en plus, Devin Booker, même s'il est moins connu pour ça, n'est pas un peintre dans le domaine, hein. On se rappelle de ses altercations avec Luka Doncic ou autres, de sa grande bouche quand son équipe marchait sur la conférence Ouest. Donc j'aimerais voir cette équipe performer. Je pense qu'offensivement, on verrait quelque chose d'assez impressionnant, hein, sur le papier. Mais voilà, beaucoup de doutes se posent. C'est aussi par rapport au caractère des profils qui vont devoir matcher ensemble. On sait qu'il y a beaucoup de critiques. J'espère à une rédemption de la part de tous ces joueurs-là et peut-être qui nous impressionneront et qui nous rassureront dès le début de la saison. Mais j'ai quand même pas mal de doutes sur cet effectif et notamment évidemment sur sa profondeur sur une série de playoffs. Il faudra donc attendre presque un an pour voir ce que ça va donner en playoff. S'ils y vont, évidemment. Enfin bref, je pense qu'on a tout dit. De toute façon, ça reste assez flou maintenant parce qu'on n'a que 4 joueurs dans un effectif de 15, donc on peut faire que des plans sur la comète. À voir s'ils sont toujours intéressés par des joueurs comme Fred VanVleet. On sait que son nom a beaucoup circulé. Enfin bref, je ne sais pas s'ils vont prendre que des contrats minimum ou essayer de transférer DeAndre Ayton. Pour moi, c'était le moment de le faire déjà l'année dernière. On sait que les Pacers étaient très intéressés. Avec la rédemption, encore une fois, de Miles Turner, ça doit plus être trop le cas, mais à voir. Donc pour moi, il faut se débarrasser d'au moins un de ces 4 contrats pour le bien tout simplement de cette franchise et pour tout simplement copier des profils de winners qui ont marché ces dernières années, que ce soit les Bucks, que ce soit Denver ou toutes ces équipes-là. Enfin bref, je pense qu'on a terminé sur ce sujet-là. On va passer tout de suite au second, dans cette deuxième partie sur le CBA. Allons-y. Cette deuxième partie, donc, qui aborde le CBA, je pense que je dois l'expliquer pour ceux qui ne savent pas ou pour juste vous remettre les choses dans le contexte. Le CBA, qui est un langage assez technique,
est un contrat, un accord qui est souvent renégocié entre la fédération des joueurs, les joueurs de la NBA donc, et la ligue concernant nombre de choses que sont les contrats, les droits des joueurs, notamment de leur transfert, de leur free agency, de tous leurs droits en fait concernant la ligue et leur sport, leurs avantages ainsi que les inconvénients, souvent liés aux joueurs comme je l'ai dit, mais aussi aux franchises NBA, au front office, à la direction. Bref, tout ça doit être négocié et doit être soumis à un accord entre les deux parties pour être validé. Et donc, on a eu une nouvelle validation récente d'un accord CBA qui va rentrer en vigueur donc dans 2 ans et qui pourrait être assez important du fait il se veut, en tout cas, à ce qu'on en voit, à ce qui est sorti aujourd'hui il y a quelques heures, il doit combattre les irrégularités, on va dire, de certaines franchises qui sont plus susceptibles de payer énormément de luxury tax. La luxury tax est donc le plafond quand il est dépassé des salaires, eh bien on paye de plus en plus de taxes, de plus en plus d'amendes pour combler et pour tout simplement que les franchises n'aient pas envie de payer ce surplus d'argent pour rien. Mais évidemment, les franchises qui visent un titre NBA sont souvent obligés ou même complètement obligés de payer la taxe pour pouvoir construire une équipe compétitive. Donc c'est un jeu assez risqué pour les front office, pour la direction, pour les présidents, les différents présidents. Mais évidemment, cela doit être assez contrôlé et c'est pour ça aussi qu'est créé ces nouvelles règles CBA. C'est que certaines franchises, notamment les Warriors, qui sont l'exemple le plus récent, n'hésitent pas, comme ils sont des énormes marchés et qui font énormément d'argent et que tout simplement ils sont dirigés par des milliardaires qui ont les moyens de leurs ambitions, de payer plus de 100 fois la taxe, de dépasser le plafond de manière non scrupuleuse et qui n'ont aucun problème à prendre plusieurs, si ce n'est 5 ou 6 contrats max par équipe, et cela ne leur pose aucun problème. Dans la première partie, on a parlé évidemment des Suns qui ont aujourd'hui 4 contrats max. Vous allez comprendre que dans 2 ans, avec les nouvelles règles qui vont être mises en place, eh bien, ça va être beaucoup plus compliqué pour elles, et pour ces joueurs-là qui vont avoir du mal, plutôt pour les franchises en fait. Excusez-moi, c'est plutôt pour les franchises, les différents front office qui vont devoir s'adapter. Donc voilà, je vous explique les nouvelles règles donc sur le plafond salarial. Donc pour les équipes qui dépassent 169 millions de dollars et qui sont donc rentrés dans la taxe, la mid-level exception passe de 10 à 5 millions d'euros. On ne peut plus signer de joueurs qui sont coupés et on est gagnant tout simplement plus que la mid-level exception. Donc déjà, lorsqu'on dépasse un petit peu, on va dire, de manière proportionnée, on va dire, la luxury tax, eh bien on a déjà des désavantages qui sont assez conséquents. Mais vous allez le voir, pour ceux qui dépassent le nombre de 179,5 millions de dollars, c'est beaucoup plus restrictif. On ne peut plus signer de joueurs buyout. On ne peut plus absorber de salaire plus important quand on trade, c'est-à-dire qu'il faut forcément perdre de l'argent, perdre du salaire. On ne peut plus accumuler de salaire lors d'un trade. On ne peut plus intégrer tout simplement de contrats dans un trade. On ne peut plus trader des premiers tours de draft durant 7 années consécutives, les 7 années qui viennent. Et le plus important, si on dépasse 2 fois ce palier de 179,5 millions de dollars en l'espace de 4 ans, eh bien alors, le premier tour de draft devient un 30e choix automatiquement. Pour moi, le plus important à retenir, déjà, je vous l'ai expliqué, c'est souvent, en principe en tout cas, des équipes qui se veulent gagner un titre, qui se veulent être contenders, qui auront cette luxury tax et donc qui vont poser ce genre de problématiques. Donc le fait tout simplement que ce choix du premier tour devienne un 30e choix, ce n'est pas forcément négatif pour elle, parce que de toute façon, les choix de premier tour, si vous êtes une équipe compétitive, ne sont pas importantes et sont tout simplement des choix entre la place 20 et 30 de toute manière. Sauf exception évidemment, comme les Lakers d'il y a 1 an. Bref, ça peut être tout à fait important d'avoir un choix de premier tour, je dis pas le contraire, mais on va dire que là, il y a des choses bien plus importantes, notamment avec le deuxième palier de 179 ou tout simplement le fait de signer des joueurs buy-out ou d'absorber des salaires
est une chose fondamentale lorsqu'une équipe veut aller et se rendre compétitive et aller jusqu'au titre. Les joueurs buy-out sont souvent des pièces fondamentales pour un collectif. Souvent d'ailleurs la dernière pièce à ajouter avant de faire un gros parcours de play-off. On se souvient de Westbrook qui a quand même aidé énormément les Clippers en play-off, même si bon, ils sont sortis au premier tour. On se souvient de l'époque de Toronto qui a fait énormément de mouvements, enfin des gros mouvements importants, on va dire, lors de la trade deadline et qui donc n'aurait pas pu les faire avec ces règles-là s'ils dépassaient le budget de 179 millions. Évidemment, je n'ai pas été regardé, j'ai oublié, mais partons de ce postulat-là. Le fait d'intégrer plusieurs contrats, évidemment, ça va poser des problématiques énormes. Enfin bref, je pense que vous avez compris ce qu'essaye de faire la Ligue. Donc vous allez me dire, d'un premier point de vue, en réfléchissant comme ça, oui, bien c'est positif. Les énormes franchises qui font énormément d'argent vont en pâtir et vont devoir forcément mieux s'organiser. Une gestion plus intelligente des franchises devra avoir lieu. Et moi, j'ai pensé ça, on va dire, les premières minutes quand je me suis attardé un petit peu sur ce sujet-là. Je me suis dit que de toute façon, et c'est vrai, les franchises devront mieux gérer cet argent-là, qu'ils ont tendance à plus dépenser dans des gros contrats ou dans des joueurs un petit peu à surpayer, même pas pour les contenders. On se souvient de Charlotte et ses contrats un petit peu misérables qui sont d'ailleurs toujours d'actualité, avec Gordon Hayward ou autre. Mais bref, je pense effectivement que les franchises devront mieux gérer leur argent. Mais donc, comment mieux gérer son argent, vous allez me dire? Eh bien, de toute façon, les grosses équipes et les gros marchés seront toujours avantagés de par leur situation géographique. Donc, ça n'empêche pas que la Ligue soit toujours si peu égalitaire. En fait, les inégalités vont subsister, les petits marchés seront moins avantagés, mais ce qui va poser encore plus de problèmes, c'est qu'un petit marché peut se dire pouvait se dire en tout cas, et pourra se le dire encore pendant 2 ans, là c'est mon moment, je suis prêt à remporter un titre, j'ai les joueurs pour, donc je vais rentrer dans la luxury tax pour essayer d'être compétitif sur 2 ou 3 ans et potentiellement perdre plus d'argent, mais au final gagner un titre. Ce que les grandes franchises peuvent faire une année sur 2 finalement, depuis le début de leur existence, tout simplement. Donc pour moi, on n'enterre pas le problème qu'il y a des franchises avantagées, mais en plus de ça, cela va être rédhibitoire pour les petites franchises qui devront donc payer leurs joueurs stars au max, parce que les joueurs stars se fichent tout simplement pour la grande majorité, l'énorme majorité de ces nouvelles règles, et vont donc être avantagés, pas être désavantagés par ces règles et vont demander des contrats max même s'ils ne les méritent pas forcément, ou en tout cas n'ont pas fourni les preuves en play-off qui méritaient ces contrats-là, parce qu'en fait les grandes franchises seront toujours plus attractives que les petites, et potentiellement il y aura encore 15 autres franchises qui pourront proposer plus et potentiellement le max à ces joueurs-là qui ne vont pas s'en priver, évidemment. Mais alors qui ça va toucher? Ça va toucher les role-players et les joueurs de fond de banc qui vont donc devoir se faire plumer tout simplement par les contrats max et par les franchises qui vont se reposer sur ces contrats-là, et les joueurs qui pouvaient penser à toucher 12 millions ou par saison ou des choses comme ça toucheront peut-être dans 2 ans plus que 7 ou 6 millions. Évidemment, les droits TV vont augmenter, donc ça va augmenter aussi leur salaire, mais beaucoup moins que si ces règles n'étaient pas passées. Donc pour moi, ça me pose la problématique de qui on avantage. Toujours les mêmes personnes, c'est-à-dire les gros marchés et les joueurs stars, mais on a déjà vu depuis quelques années déjà que les joueurs de rotation, les bancs sont des choses primordiales, et on va encore perdre une occasion pour beaucoup de franchises de pouvoir être entièrement complète sur tous les postes et d'avoir des équipes bien construites et profondes, tout simplement parce qu'ils n'auront pas l'argent de payer tout le monde, ce qui est quand même une chose assez cataclysmique quand on parle de NBA et d'une ligue aussi compétitive. Donc oui, ça me pose énormément de problèmes vis-à-vis de ça. Enfin, pour valider mon propos, même si je pense que vous avez un petit peu compris, on remarque que sur ces interdictions qui arrivent avec le dépassement de ces différentes marges, eh bien, il n'y a rien sur les free agents. Évidemment, parce que les free agents, c'est dans le mot, sont libres de signer où ils veulent. Et c'est un droit évidemment fondamental pour les joueurs NBA. Mais de ce fait, les petites équipes qui ne sont pas assez attrayantes pour ce type de joueurs-là, et qui sont donc dans la taxe,
ne pourront pas signer de free agent parce que de toute façon, ils n'en signaient pas déjà avant, des équipes comme San Antonio ou autres, évidemment. Là où des équipes comme celle de Los Angeles ou autres, San Francisco, bref, les équipes californiennes, floridiennes, etc., ont beaucoup plus de marge et peuvent se permettre et en fait ont l'attractivité pour signer ce type de joueur, eh bien, en fait, ça va handicaper que les petits marchés. Parce que les grands marchés, même s'ils peuvent pas avoir de joueurs en buy-out ou d'avoir de trades, on va dire, convenables avec plusieurs contrats, etc., vous m'avez compris, pourront toujours s'intercaler sur le marché des free agents à l'intersaison et faire de grands coups, là où tout simplement des marchés même comme Denver, qui viennent de gagner un titre NBA, n'attireront pas cette star en plus ou ce joueur-là qui leur feront repasser un cap dans le cas où genre il y a un échec ou je ne sais quelle raison. Mais du coup, on aura une ligue potentiellement, alors qu'elle visait à être plus égalitaire, potentiellement plus inégalitaire avec des franchises qui vont tout simplement devoir brader certains joueurs ou en tout cas les perdre parce qu'ils ne pourront plus les payer d'ici tout simplement 2 ans. Je pense à des équipes comme Memphis qui sont une petite franchise qui ont énormément de talent et de profondeur et des joueurs jeunes qui devront bientôt payer. Comment vont-ils faire? Pareil pour les Cavs. Les Cavs sont une petite franchise. Et comment vont-ils faire pour payer Evan Mobley et le début de Darius Garland, son contrat max qui va bientôt débuter, alors même qu'ils ont Donovan Mitchell et d'autres contrats, tout simplement. Ça va être très compliqué pour ce genre de franchise. C'est quelque chose d'inimaginable. Je sais que la NBA n'est pas très égalitaire. C'est un fait, tout le monde le sait. Mais depuis ces dernières années, on remarque quand même que les équipes qui fonctionnent le mieux sont des équipes construites par la draft, qui se développent intelligemment sur plusieurs années et qui, de ce fait, deviennent contenders. Et ces équipes-là vont avoir énormément de bâtons dans les roues, alors même qu'on veut les avantager, en tout cas dans les faits, dans les mots, ce qui est totalement illogique et enfin c'est intolérable. Enfin, peut-être que ça apportera de bonnes choses. Pour l'instant, je ne vois pas lesquelles. Évidemment, des équipes comme les Warriors devront réfléchir et peut-être envoyer des joueurs ailleurs. Mais on ne va pas se mentir que une équipe comme les Warriors attire quand même des candidats, des bons candidats en free agency, des bons candidats pour des transferts ou autres. Ce que ne feront jamais des équipes comme Memphis. Donc voilà, pour moi, ce CBA me pose beaucoup de questions sur l'avenir de la NBA. Je sais évidemment que les droits télé vont être négociés et que donc les contrats vont augmenter, ce qui pourrait permettre à beaucoup de franchises, et peut-être au plafond salarial d'augmenter évidemment, ce qui pourrait permettre à beaucoup de franchises de se sortir de cette situation un petit peu problématique, évidemment. Mais pour le coup, je ne trouve pas d'intérêt direct à ces nouveaux règlements et je pense vraiment que ça va desservir sur plusieurs années la Ligue et énormément d'équipes, potentiellement aussi des grosses, hein, évidemment. En fait, ça dessert absolument tout le monde pour une compétitivité qui est de toute façon déjà existante, parce qu'on le remarque, hein, les équipes actuelles... Enfin, c'est très difficile de faire des back-to-back. Les petites franchises arrivent à s'en sortir. La NBA n'a jamais été aussi compétitive. Il y a enfin un roulement de franchises qui vont jusqu'au sommet. Hein. Depuis l'époque Cavs Warriors, là on a quand même 5 franchises en 5 ans ou 4 franchises en 5 ans, je ne sais pas, qui ont gagné un titre. 5 franchises différentes évidemment. Et de ce fait, je ne comprends pas l'intérêt d'imposer ce nouveau CBA. Enfin bref. Je pense qu'on en a assez dit, hein. On a fait un très long daily react. C'est même plus une react, là, en fait. Mais bon, ce n'est pas grave. J'espère quand même que ça vous a plu. Je vous invite à regarder ce podcast, écouter ce podcast sur Spotify pour ceux qui sont sur YouTube ou à contrario, pour ceux qui sont sur YouTube, écoutez-le si vous le souhaitez, si vous préférez pour me soutenir sur Deezer, Spotify, Apple Podcasts, etc. J'espère que ça vous a plu. Je vous invite à regarder les autres émissions de la chaîne et je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée pour ceux qui me regardent la journée et à la prochaine. Au revoir.